Bienvenue à TRF Chronique, épisode 97. On est le 5 mars 2026, et là c'est tout le Moyen-Orient qui est en feu. Littéralement. On assiste à une situation explosive, un conflit qui se propage à une vitesse vertigineuse. Et attention, on ne parle pas d'une petite escarmouche. Non, c'est une guerre totale qui a éclaté, presque du jour au lendemain. Et les menaces, elles sont publiques, directes, comme cette déclaration du ministre des Finances israélien qui promet ni plus ni moins de raser la banlieue sud de Beyrouth. Le ton est donné. Et en face, la réponse ne se fait pas attendre. Elle est tout aussi directe, tout aussi glaçante. Le chef de la diplomatie iranienne, lui, promet une grande catastrophe. On comprend tout de suite qu'on est dans une logique de confrontation absolue. Il n'y a plus de place pour la diplomatie. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est comment ? Comment est-ce que ça a pu s'embraser aussi vite, sur autant de fronts en même temps ? Quels sont les véritables enjeux derrière ce chaos apparent ? Pour y voir plus clair, il va falloir décortiquer un peu tout ça. Alors, entrons dans le vif du sujet. Un seul conflit, mais plusieurs fronts. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est cette espèce de symétrie dans le chaos. D'un côté, on a l'offensive israélo-américaine, l'opération Rugissement du Lion. Eux, ils frappent fort et directement au cœur de l'Iran. Téhéran, les infrastructures. Et de l'autre côté, la riposte iranienne, et là, ce n'est pas du tout ciblé sur un seul pays. Non, c'est généralisé. Ça tape sur Tel Aviv, bien sûr, mais aussi sur les bases américaines au Koweït, en Irak, et ça va même jusqu'à toucher le Qatar, Bahreïn et les Émirats. C'est une réponse massive et étendue. Et là, quand on regarde la liste des pays touchés, c'est juste hallucinant. On est bien loin d'un conflit localisé. On part de l'Iran, Israël, le Liban, bien sûr, mais aussi l'Irak, le Qatar, Bahreïn, les Émirats, le Koweït. Et ça ne s'arrête pas là. Azerbaïdjan, un missile intercepté en Turquie, une base britannique visée à Chypre, et même un navire de guerre torpillé au large du Sri Lanka. Le conflit a complètement débordé de ses frontières initiales. Parce que derrière ces cartes et ces stratégies militaires, il y a une réalité bien plus tragique. C'est le coût humain de cette escalade. 102, c'est un chiffre, mais derrière ce chiffre, il y a 102 vies fauchées au Liban, en seulement quelques jours de frappe. On le sait, c'est un bilan provisoire, un bilan qui, malheureusement, ne fait qu'augmenter d'heure en heure. Le message de l'armée israélienne est glacial. Sauvez vos vies et évacuez immédiatement. Imaginez recevoir ça. C'est un ordre d'évacuation sans précédent pour des centaines de milliers d'habitants de Beyrouth. La suite, on peut la deviner. Une panique totale, des embouteillages monstres, des familles entières qui essaient de fuir par tous les moyens. Et cet impact sur les civils, il est partout. À Beyrouth, c'est la panique et les évacuations. En Iran, on compte déjà des milliers d'habitations touchées, même des centres de soins. À Jérusalem, un silence de mort, les lieux saints sont fermés. Et l'onde de choc va plus loin encore. Le golfe Persique est bloqué, piégeant des dizaines de milliers de marins et de passagers. La vie quotidienne de millions de gens est brisée. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a une autre guerre qui se joue. Une guerre silencieuse, celle de l'information. Regardez ce chiffre, 1%. C'est tout ce qui reste de la connexion Internet en Iran. 1%. Ça fait plus de 120 heures que le pays est quasiment coupé du reste du monde. Et ça, évidemment, ça crée un blackout informationnel quasi total, un silence radio qui plonge l'Iran dans le noir. C'est devenu extrêmement difficile de savoir ce qui se passe réellement sur le terrain. Et pendant ce temps, le régime menace de poursuites judiciaires tous ceux qui essaieraient de contourner la censure avec des VPN. C'est la double peine. Maintenant, déplaçons notre regard. Pendant que les bombes tombent, une autre bataille tout aussi cruciale se joue sur la scène internationale. La bataille diplomatique. Et là, on voit deux visions du monde qui s'affrontent, mais alors radicalement. D'un côté, l'approche européenne. On a Emmanuel Macron qui veut établir un plan, qui appelle à la désescalade. La France envoie de l'aide humanitaire, on cherche des solutions. Et de l'autre, l'approche de Donald Trump. C'est le jour et la nuit. Il remercie Netanyahou pour la guerre, assure que les gens adorent ce qui se passe, et va même jusqu'à exiger d'avoir son mot à dire sur le successeur de Khamenei. C'est une autre planète. Et cette division se répercute partout. Chaque pays est obligé de se positionner. L'Espagne, par exemple, dit non à l'utilisation de ses bases militaires pour les opérations. L'Australie déploie des moyens en urgence. La Belgique, la Russie, organisent des évacuations pour leurs ressortissants. Et le Canada, lui, laisse la porte ouverte à une participation militaire pour soutenir ses alliés. Le monde entier retient son souffle. Et puis il y a la question centrale, celle qui découle directement des frappes qui ont touché le sommet du pouvoir iranien et tué le guide suprême. La question de l'après. Qui pour l'après en Iran ? Parce qu'il faut bien le dire, le régime iranien vacille. Sa stabilité est remise en cause comme jamais auparavant. Alors, la question est immense. Et maintenant ? Qui va combler ce vide béant au sommet du pouvoir ? Eh bien, il semble qu'à Bruxelles, on anticipe déjà. Un nom commence à circuler, une alternative qui est étudiée de près.
Ce nom, c'est Reza Pahlavi. C'est le fils exilé du dernier Shah d'Iran. Lui, il se présente comme une alternative séculière, démocratique, au régime actuel. Son projet, c'est de diriger une transition. Et ce n'est pas un inconnu, il a déjà des contacts, notamment avec l'administration Trump. Mais attention, du côté européen, on est beaucoup plus prudent. L'idée, ce n'est pas de tout miser sur un seul homme. Non. La Commission des Affaires étrangères du Parlement a préparé une liste de figures de l'opposition à inviter. Pahlavi est en tête, oui, mais l'objectif, c'est d'avoir un dialogue large, équilibré. On y trouve des lauréats du prix Nobel, des partis kurdes. Par contre, certains groupes, comme les Moudjahidines du peuple, en sont exclus malgré leur lobbying. Et il y a ce symbole fort, un 9e siège qui restera vide pour représenter tous ceux qui se battent de l'intérieur. La ligne européenne est claire. Elle est parfaitement résumée par cette citation de l'eurodéputée allemande Anna Neumann. Pour qu'une transition réussisse, elle a besoin de tout le monde à bord. Autrement dit, la solution ne viendra pas de l'extérieur. Elle doit être inclusive et surtout, elle doit venir des Iraniens eux-mêmes. On en arrive donc à la question vertigineuse, la question finale. Est-on en train d'assister à la naissance, dans le sang, d'une nouvelle ère pour l'Iran? Ou bien est-ce le début d'un conflit régional sans fin qui pourrait tout emporter sur son passage? La situation est d'une complexité folle. On est sur un véritable échiquier où chaque pion avancé, chaque décision peut mener soit vers une reconstruction fragile, soit vers l'abîme. L'histoire, là, sous nos yeux, est en train de s'écrire dans le sang et le feu. Et son issue, elle reste ce soir terriblement, terriblement incertaine.